Allez-y, il fait chaud dehors. Prenez vos caddies là, vous remplissez, hein, les paniers, il faut y aller. Donc pour le goûter après au frigo, pour ne pas vous faire tabasser, on a des bières au frais, tout ça, voilà, ce sera moins cher et plus sympa. C'est tout petit hein, Strasbourg. Ici on est sur 300 mètres carrés de magasin. Je crois qu'on a... Non, pas 30 quand même, mais On a commencé avec 50 mois. Vous êtes combien ici comme coopérateur? Alors on est 959, donc on espère être à 1000 prochainement. Alors on a quelques producteurs locaux. Donc en local on a trois fermes. Et on a aussi de temps en temps des producteurs qui ont du surplus et on travaille avec eux aussi. Voilà. Et vous n'avez pas du tout d'intermédiaire sur les fruits et légumes, enfin, genre un grossiste quand même La filière bio fruits, tout ce qui est pêche, voilà, on travaille avec deux filières, depuis pas longtemps avec Occitanie. Donc ici on travaille avec un grossiste aussi en bio. Et on a aussi des produits avec des producteurs locaux. Donc, ils nous font des pâtés, on a le fumet vosgien, on a des chèvres locaux et on a aussi du conventionnel classique. C'est notre réserve. Il y a encore des groupements d'achat. Ah oui, on a démarré les groupements d'achat par exemple. Ah oui. Des poêles de lumière qui sont des poêles vosgiennes. Donc on fait une précommande à chaque coopérateur. Il s'inscrit, je veux tel poil. Crêpière de Bruyère. Ils sont géniaux. Et Je vous les conseille. au niveau prix, on est par rapport au marché à 30% en dessous. Ah ouais. Les yaourts locaux, les gros points. Ça aussi, tu vois, en montant le truc, je me disais, les Allemands sont plus chers en laitier, mais en réalité, non. Tout ce qui est laitier. T'as des trucs de ouf, t'as des super prix. Tu vois, les petits yaourts locaux, c'est vraiment bien, 60 centimes. T'as des petits yaourts bio locaux, mais ça, machin. Ça, c'est de la marque nationale, c'est pas cher. Ça, ces trucs-là, les puddings bio, tu vois, on est à moins d'1 euro, on vend ça comme des petits vins, c'est excellent. Si t'aimes le sucré. Dans les desserts, les fromages, tout ça. En fait, tout ce qui est bio pas cher. Ce qui est bio premier prix, on est, je pense, parmi les mieux placés à Metz. Et ça correspond à ce que certains clientèles, qui est souvent des gens qui font à manger. Notre faiblesse actuelle, c'est les marques nationales, type ça. Ça, c'est vraiment l'exemple poussoir pour moi. Je sais pas ce qu'il fout là. Et les premiers prix où, par rapport à des Aldi, Lidl, Leclerc, on n'a pas les volumes d'achat et pas les centrales qu'ils ont aussi pour... voilà. Parce qu'on a un cahier de suggestions où les coopérateurs notent la produit qu'ils veulent. Exact. Et du coup, on se retrouve avec des produits, on a du Coca-Cola. Coca en bouteille consignée. En bouteille consignée. Ah, c'est bien, ça vous l'avez réussi à l'avoir. Il y a 3 grands principes dans un supermarché coopératif et participatif qui est effectivement l'achat de parts de société pour en devenir copropriétaire, comme dans toute société coopérative. Je pense que vous êtes toutes et tous suffisamment formés là-dessus pour qu'on vous épargne un cours. Nous, on a la particularité de demander à nos usagers de participer physiquement au fonctionnement du magasin. L'idée, c'est que tu ne viennes pas que faire tes courses. Tu as 3 casquettes, tu es copropriétaire parce que tu as acheté des parts, tu es client parce que il faut être copropriétaire pour être client, mais tu es aussi bénévole. Donc avec beaucoup de souplesse et de bientraitance, on espère, on demande que tous les mois, les personnes viennent 3 heures aider. Ce qui peut... Oui, 2h45 toutes les 4 semaines, je simplifie, hein. Il y a tout un système de gestion du bénévolat qu'on peut détailler si ça vous intéresse. Mais voilà. Et donc c'est comme ça que fonctionne. On a dit 75% des tâches de supermarché, c'est un peu estimé à la louche. Donc, en tout cas, une grande partie du travail de fond de réception de produits, remplissage de rayons, vente à la caisse, contrôle des températures et des DLC, étiquetage des produits, saisie des prix, saisie des factures, etc. Nettoyage du sol, tout ça est fait par nettoyage, rangement, nettoyage, rangement. Ai-je parlé du rangement et du nettoyage est fait par les coopérateurs et coopératrices. Donc c'est un petit peu particulier dans les modèles coopératifs que vous connaissez. Et le statut juridique de la coopérative, donc c'est une SIC, mais en SA ou en SAS. Et comment, juridiquement, il y a une cohabitation de bénévolat au sein d'une structure commerciale?
Alors ça, c'est une excellente question. Là, on bénéficie du travail qui a été fait par la Louve à sa création, puisque vous savez que la Louve de Paris, tiens, mets la diapo suivante si tu veux bien, puisque justement, c'est nos modèles historiques. En gros, la Louve, c'est le premier supermarché coopératif participatif qui a ouvert en France en 2016 à Paris. C'est deux États-Uniens, Tom Booth et Brian Ryan, qui sont inspirés des quelques projets survivants, parce que l'histoire des coopératives, c'est une histoire de naufrage économique, nous ne l'aurons pas. Depuis le 19e siècle, les citoyens veulent s'organiser collectivement, mais 9 projets sur 10 se sont cassés la gueule violemment pour des causes qui seraient trop longues à développer. Donc, ils ont regardé ce qui marchait aux États-Unis, ils ont essayé d'importer ça en France, et ils ont fait tout un travail juridique, en sollicitant pas mal d'avocats et tout ça, sur l'URSSAF, le travail dissimulé. Si je suis copropriétaire d'une boîte, bénéficiaire de ces services et en même temps bénévole, est-ce que l'URSSAF et l'État vont pas considérer un travail dissimulé avec les ennuis que ça suppose pour la structure? Et la réponse est non. Ils n'ont jamais obtenu de note officielle, mais ils ont obtenu un genre d'engagement officieux. En gros, on n'a pas dit non à leur argumentaire juridique qui a été développé, et ils ont posé un peu la première brique de notre modèle participatif, où en fait le bénévolat au sein de la structure est à décorréler du sociétariat. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas de coercition, où ça reste du véritable bénévolat, tu es libre de donner ton temps pour ton AMAP ou pour ta coopérative. En fait, que tu sois membre d'une AMAP sous forme d'association ou d'une SCOP ou SKIC ou SA Loi 47, qui sont les statuts généralement employés par les SCP. Je dis beaucoup SCP, c'est les supermarchés coopératifs participatifs, vous m'avez compris. Donc c'est un peu ça revient au point de vue du droit français. Voilà. Okay. Et donc comme vous le disiez, ça existe ailleurs et ça marche. Donc la Louve en 2016, la Cagette en 2017, et on voit ce modèle étendu avec cette magnifique diagonale du vide qui me concerne. Vraiment, il n'y a que la marche chez nous. Voilà, jusqu'à 2024, et donc Gravo Coop, ça date de 2020. Premier magasin en 2021 et venu dans ces locaux en 2024. Voilà, 50 mètres carrés en 2021. Pourquoi vous n'êtes pas resté en asso? Le choix juridique est bien sûr déterminant pour tout projet coopératif. Certains SCP, supermarchés coopératifs participatifs, ont choisi de rester en asso, par exemple Grenoble, pour volontairement garder leur échelle plus petite. Concernant les projets alimentaires citoyens, en fait, il faut voir ça comme un gradient. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'initiatives allant des AMAP ou même de certains collectifs autogérés qui ne sont même pas structurés en asso ou qui font des groupements d'achat dans leur garage ou des choses comme ça, à des behemoths comme des SKIC. Nous, on est vraiment dans le côté lourd. Une SKIC, c'est quand même compliqué à gérer. En passant par les épiceries autogérées, les épiceries anarchistes, il y a toute une petite constellation de pieds d'immeubles en QPV qui font des magasins à zéro marge où uniquement les bénévoles font tourner le truc. C'est très rigolo, c'est encore plus ce bordel qu'ici et c'est intéressant. Donc voilà, après on parle de supermarchés coopératifs participatifs, mais c'est pareil. Beaucoup de monde, c'est un peu comme le handicap, j'ai envie de dire, c'est une case où beaucoup de choses sont mises ensemble, mais il y a des choses extrêmement différentes. Il y a des projets, les fondamentaux, c'est la diapo d'avant, c'est prise de part, 3 heures de bénévolat à marge unique, une marge de 23% d'ailleurs chez nous, en cas où vous poserez la question. Souvent on communique sur 20% au départ du projet, mais actuellement j'en connais aucun qui soit en dessous de 23%. Peut-être même qu'on va passer à 25 en septembre, là, vu nos résultats. Et vous êtes propriétaire ici? Locataire. Locataire. Okay. Ce que je disais tout à l'heure, on est locataire de 300 mètres carrés de magasin, plus la réserve, plus les bureaux, et on sous-loue donc une partie derrière et une partie devant. Ouais. Pour s'en sortir, mais bon, c'est pas suffisant. Avec des charges qui sont importantes, ou pas en termes de mètres carrés du local, c'est pas beaucoup, c'est mais pas très cher. On est à 65 € hors taxe du mètre carré à l'année. Ouais. Donc par rapport au marché messin, on est quand même pas mal. Avec le parking, un certain nombre d'avantages. Il y a eu des gros investissements de démarrage, mais le calcul c'était le loyer n'a pas trop augmenté, il a même diminué. Ouais. Les charges ont diminué aussi. Par contre, les sous-locations ne fonctionnent pas, dans le sens où l'asso à qui on sous-loue l'arrière s'est mise en liquidation au bout de 3 mois et occupe depuis 1 an les locaux avec son matos, donc ça nous fait un bon manque Pour finir sur ce sujet, en gros, c'est normal de manger un peu sa casquette la première année, de faire un trou. Nous, il y a eu, en fait, on devait racheter un fonds de commerce de façon normale, mais il a été en redressement puis en liquidation au moment où on devait le racheter. Et du coup, les choses ont été ralenties d'1 an. Donc en fait, on a tourné à vide avec la SCOP, les investissements et tout ça pendant 1 an. Et donc notre vraie première année, c'est la deuxième qu'on vient de faire là. On a ouvert le supermarché il y a 1 an, mais ça faisait déjà 1 an qu'on était en coopérative. Donc on a fait un trou la première année, on refait un bon trou la deuxième. Et là, notre objectif en ce moment, c'est de faire une troisième qui soit à l'équilibre ou légèrement dans le vert, histoire de commencer à reconstituer nos fonds propres, redonner leur part, leur valeur.
Moi, je suis très confiant sur la viabilité du truc. Il y a trop de signaux positifs et encourageants pour se dire que c'est foutu. Mais on est quand même dans une zone grise, virant parfois au gris foncé, où il y a des dangers de la vigilance. Donc on est un peu... on serre un peu les fesses, quoi. On est un peu en chien, on se bat, le moindre colis qui manque, remboursez-moi mes 2 huiles d'olive, mes 3 yaourts. La casse, les erreurs de caisse, on fait une chasse impitoyable. On essaie de fourguer des trucs. Bon. Après, refinancer, il y a plein de façons. Mais avant de dégoupiller les grenades du refinancement, de l'achat de parts qui valent rien, de l'augmentation de marge, de tout ça, on essaie d'un peu... voilà. Et c'est un peu comme les petites cantines. En fait, structurellement, il nous manque 10 à 15% de fréquentation pour être à l'aise. Non, j'avais une question sur ceux qui connaissent le dispositif Aux Côtés. Est-ce que ça marche pour les coopératives ou pas? Oui. Ouais, parce qu'il y a une campagne de financement participatif qui pourrait peut-être permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards. Ouais. 15 000 max, mais c'est 15 000. Donc c'est... Bah, après, il y a les mimosas, il y a les machins, il y a... Oui, il y a des... Mais tous. Ils ont des frais, on a été financé par Danone, je sais même plus le dispositif. On a ramassé 50 000 balles de Danone, bah bon, t'as 2 ans de différé, mais t'as 4,5 d'intérêt, plus des frais, plus. Donc au final, c'est juste des avances de trésor, quoi. C'est pas des... Voilà. Mais au côté, oui, on c'est sur le radar, si tu veux. Mais pour l'instant, en fait, ça fait 6 mois qu'on va mourir dans un an. Voilà. Pour résumer la situation, toutes les projections sont là, on fait des efforts de recrutement, des efforts de com, des efforts de partout. Pour l'instant, ça tient sans craquer, mais la trésor, là, on est à 60 000 de trésor avec des charges mensuelles de 15 000. Donc on a 4 mois de charge en trésor, ça va, c'est pas la mort, ça serait mieux d'avoir 6, mais bon. Ce qu'il faut, c'est faire un résultat positif. On va arriver sur un mois d'août. Ah ben là, ouais. Avec les magasins, vous savez que c'est des bulles de trésor, hein. On vend les produits avant de les acheter, c'est le principe. Donc là, clairement, nous, nos achats de mai-juin, on a fait un très beau mai. Le juin, là, il est plutôt moyen, mais c'est en train de relever la tête. Là, je suis rentré, là, je vends des glaces, là, je vends des légumes, là, je suis chaud. D'ailleurs, vous partez pas sans vos glaces, c'est une très bonne glace. 39 centimes le cône, c'est easy. En achetant cette glace, vous faites gagner 2 centimes à la cope. 2 centimes, ça compte. Donc, ouais, ça diminue doucement, mais le danger de mort imminent, il n'est pas là. Mais c'est juste qu'on sait que dans un an, ça va être dur. Et donc, en juillet, août, on aura les paiements des achats, des belles ventes qu'on a fait en mai-juin. Et donc, en gros, en septembre, on va être au creux de trésor. Et c'est très important pour nous, en septembre, de remobiliser tout le monde. Surtout qu'on a quand même pas mal de jeunes retraités, la plupart très actifs. Mais donc, du coup, ils bougent, ils vont en vacances. Pas au même moment que les autres, notamment en juin et septembre. Donc, bon, voilà. Et c'est vrai que ce qui marche bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est les achats groupés là, qu'on a fait, par exemple, qu'on va renouveler tous les mois sur des produits spécifiques. Exact. Là, c'est pas mal ça. Bah, c'est là que moi je m'interroge sur notre modèle, parce que la promesse du supermarché coopératif, c'est un modèle de masse. C'est-à-dire on fait vraiment adhérer toutes les catégories de la société, coexister tous les produits, on va en parler un petit peu après. Et cette promesse, là, au bout d'un an, nous, on ne l'a pas réalisée du tout. Contrairement à Montpellier, où en fait, au niveau économique, dès le départ, il y avait beaucoup de personnes à faible revenu, à fort capital social, ce qui est une spécificité de Montpellier. Il y a beaucoup de personnes, master, doctorat, et qui sont en RSA, il y a beaucoup de précaires diplômés, si tu veux. Ici, il n'y a pas trop ça. Mais à Montpellier, il y a cette diversité de revenus financiers qui a permis de massifier le recrutement, d'avoir aujourd'hui 6500 COP, 3,8 millions de chiffres annuels. Montpellier, c'est un agrandissement en projet. Montpellier, ça y est, c'est le navire amiral. Économiquement, c'est la COP qui marche le mieux. Mais il y a une alchimie qui a pris localement, qui ici n'est pas encore... voilà. Donc du coup, le modèle, moi au début, tiers-lieu, je me disais, c'est quoi encore ce bordel? On n'est pas tiers-lieu, nom de Dieu. Alors qu'en fait, peut-être que si. Peut-être qu'en fait, on est un club de quelques centaines d'acheteurs qui ont envie d'aller chercher des produits de qualité durable. Là, on a fait une commande poêle de Bayer, là, pardon, c'est les meufs, merci, qui l'ont fait. Je dis honte quand j'ai rien fait, mais voilà, nos salariés ECOP ont fait une super précommande de produits de Bayer, l'acier français, des poêles. On est 25 ou 30% sous le prix public, et on a vendu 6000 balles de putain de poêles. Et moi j'ai fait à manger mon riz là ce matin dans une poêle durable qui durera ma vie et que je donnerai à mes enfants si j'en ai un jour. Donc je suis refait. Et ça marche super. Et peut-être que là en juin on fait les tupperwares en verre. Peut-être qu'on pourrait faire, je sais pas moi, des chaussettes, des slips, des couteaux, des trucs, toutes sortes de choses. Voilà. Peut-être on est plus sur un club d'achat et. Couteau ouais, roll-serre. Commande les roll-serre siglés, ça on peut faire, mais ça va te revenir 80 balles. TTC pour toi. Siglé Graukop. Allez, t'es marié, c'est toi qui te tapes les valeurs. Eh bien, voilà, les valeurs de Graukop. Sobriété déjà. Alors, ça paraît évident, pas besoin de dire pourquoi.
Autonomie, en tout cas c'est l'objectif, voilà, d'être totalement autonome, et puis évidemment l'équité, le but c'est pas de faire un club pour les privilégiés, on va dire. Donc voilà, des belles valeurs que je partage avec l'asso, avec la mienne. Nous on est clairement sur un modèle inclusif, puisqu'il y a ces 3 valeurs-là, mais il y a une valeur cardinale qui les chapeaute toutes, qui est l'inclusivité. Ça va permettre à chacune de trouver sa place dans le projet. Et notamment, nous c'était pas le coca, c'est les dates israéliennes évidemment, qui sont même les dates de la vallée du Jourdain, de colonies israéliennes, ils sont des dates bio excellentes, des dates Medjool, c'est très bon, c'est pas cher, mais qui ont une origine très problématique politiquement. On a été sollicité officiellement par BDS, les quelques personnes à Metz qui sont dans BDS, parce que le mouvement n'a pas la même force ici qu'à Montpellier, c'est le cas de le dire, qui nous ont demandé de les bannir, et on en a longuement débattu, on a résolu que non, elles ne seraient pas interdites. Parce qu'on n'est pas le lieu de militantisme. Par contre, on a proposé les mêmes marocaines à côté si tu veux acheter les marocaines. Actuellement, les deux sont rupture, donc c'est plus simple. On n'a que des Algériennes d'Egletnour, on n'a plus de Medjool. Mais le fait, c'est politiquement d'interdire un produit dans une coopérative est quand même très sensible. Et la plupart des coopératives en exercice depuis longtemps ont des procédures extrêmement restrictives à cet effet. C'est genre un vote en AG, 75% des membres font des choses très difficiles à faire. Et je me souviens très bien, il y a une 4e valeur qui a sauté. C'était la valeur engagement politique, féminisme, écologie radicale, tout ça. Le petit A, on a fait l'atelier forge des valeurs que vous connaissez certainement, où chacun écrit des valeurs sur un papier, puis on essaie de mettre les papiers ensemble, ça fait des piles de papier qu'on résume, et on fait des groupes qui se fusionnent les uns avec les autres, c'est très rigolo. Et là, il y avait vraiment c'était inclusisme ou je sais pas quoi, c'était le salafisme de l'inclusivité, c'était un peu la blague, mais il y a des personnes présentes qui étaient absolument opposées à cette notion d'engagement politique. La charte est le lieu de débat infini comme partout, et avoir un document, t'es un supermarché, donc Tom Booth de la Louve de Paris a une phrase très juste à ce sujet, il dit « Un supermarché coopératif c'est comme un autobus, on est tous assis les uns à côté des autres, on sait où l'autobus va, mais on est quand même chacun à sa place. » Il y en a qui sont à l'arrière, d'autres à l'avant, des qui lisent des bouquins, d'autres qui sont sur leur portable à regarder TikTok. Voilà. Et l'idée d'un supermarché, c'est s'adresser à tous les publics, et donc a priori de ne pas... parce qu'en fait, la coopérative elle est pour qui ? Est-ce qu'elle est seulement pour des personnes avec un certain niveau de vie, une certaine conscience politique, certains trucs, ou est-ce que des personnes qui ont littéralement 15 ou 20 balles par semaine pour manger, qui vont comparer les prix partout, faire 5 magasins, les Aldi, les Leclerc, on s'appelle Nose, les Actions et compagnie, est-ce qu'eux aussi ils n'auraient pas le droit d'aller dans une coopérative ? Donc pourquoi est-ce qu'on empêcherait ces gens-là d'acheter les produits qu'ils ont l'habitude ? Et pourquoi est-ce qu'on encouragerait un apartheid social basé sur l'entre-soi alimentaire ? Parce que si tu vas chez Naturalia, c'est sûr que t'as pas d'ouvriers. Ou alors exceptionnellement, voilà, t'as pas d'employés, d'ouvriers, de précaires à Naturalia. C'est pas des magasins pour les ouvriers, les employés précaires. Et oui, voilà, on peut épiloguer sans fin, mais l'idée c'est, comme on a la place, pour chaque gamme de produits, essayer d'avoir un truc premier prix. Bon, alors comme dit, on ne pourra jamais s'aligner sur le premier prix grande distrie, on sera toujours 5, 10, 15% plus cher, mais quand même un truc vraiment pas cher et accessible, à faible valeur environnementale et sociale, faut pas se leurrer, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, on subventionne une agriculture industrielle qui... Bon, faut pas que je me lance là-dessus, pour une heure. Un milieu de gamme qui va souvent être du bio pas cher, qui des fois, en fait, on a le bio moins cher que le conventionnel premier prix, donc à ce moment-là, le bas de gamme disparaît. Et puis un produit à haute valeur, éthique, sociale, environnementale, les éthicables, les artisans du monde, le bio local, et un petit peu tout ça, quoi. Donc tu as le choix entre les trois. Est-ce qu'on fait toujours une implantation avec à hauteur... En grande distrie, normalement, ce qui est le plus margé à hauteur des yeux, nous on met plutôt les produits en direct à hauteur des yeux pour essayer de valoriser la production locale. Tous les supermarchés Coop ont commencé à 20% de marge. Ils sont tous à 23 ou 25, voire des fois 30 ou 40 sur certains trucs. Et tous ils promettent qu'ils vont baisser quand ça ira mieux, mais quand ça ira mieux, tu vois ? Et c'est fou parce que les distributeurs sont quand même censés capter une bonne partie de la chaîne de valeur en aval, quoi. Le producteur, lui, il n'a pas de valeur, c'est les marchands d'intrants en amont qui captent la chaîne de valeur, le distributeur en aval capte aussi. Donc nous, on est en galère, le producteur en galère. Qui c'est qui se gave ? C'est Avril, Bayer, où va l'argent en fait ? Moi, c'est la question que je me pose tous les matins. T'as la même problématique de marge dans les magasins de producteurs. Ils sont obligés de monter, c'est le même truc. Ils disent tous on est sur du 20%, et là ils sont plutôt à 27-28 aujourd'hui dans les magasins de producteurs. Et pourtant, la matière c'est eux qui l'ont, quoi, donc ça passe pas. Et du coup, pour que ce modèle tienne, on demande à chaque opérateur de faire en échange de leurs courses 3 heures de service. Donc c'est obligatoire, sauf que c'est possible de s'adapter à chacun et chacune.
Et alors, gestion des services, je pense que c'est l'outil que vous utilisez. Voilà, tout à fait. Chaque opérateur s'inscrit sur un créneau qui remet toutes les 4 semaines. Mais c'est assez... si tu as un empêchement, tu peux changer, tu peux revenir sur un autre créneau. Et tu as un suivi. Donc après, si tu fais pas de service pendant un mois, tu es repéré. 2 mois, tu es rouge. Et après, attention. Toute organisation fait émerger de la bureaucratie et de la paperasse. En théorie, tout est référencé dans des procédures. Ça, qu'on s'est bien embêté à rédiger, mais les 3 quarts ne servent jamais, parce qu'elles font 8 ou 10 pages avec point par point. Qui a envie de faire une procédure en 10 points, on vient passer un moment ensemble. Beaucoup de personnes viennent en bénévolat et disent « Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je suis motivé. Très bien, tu vas aller trier des fruits et légumes, toi tu vas faire la caisse, toi tu vas faire l'inventaire, toi tu vas... Voilà, il faut un peu faire ce travail d'animation, et c'est, comme dit Antonio... Et d'accompagnement, parce que... Ouais. Faire la caisse, il faut expliquer comment on fait une caisse, rentrer les prix, rentrer les commandes. Exact. Sinon ça fait des erreurs. Il y a un équilibre opérationnel à trouver entre les nécessités métiers, d'avoir des beaux rayons qui vendent et des caisses juste à la fin du créneau, et les nécessités morales de convivialité dans une coopérative. Donc c'est un équilibre très sensible qu'il faut trouver. Et que, bon, on a vraiment beaucoup de bonnes personnes, je suis assez content de ce qu'on fait. Donc convivial. Et c'est marrant parce que tout à l'heure tu posais la question de savoir si vous étiez un tiers-lieu ou pas, et moi j'ai l'impression que c'est là-dessus où il y a un vrai point commun, quoi. C'est-à-dire que souvent, alors je sais pas les termes que vous utilisez dans le réseau Grand Est, mais il y a des jardiniers, enfin des gens qui ont ce rôle-là de cultiver la convivialité, le lien social. L'idée c'est de rendre chacune autogestionnaire de son créneau. Parce qu'avec 1000 personnes, on peut pas avoir une hotline où je viens pas mercredi, je viens jeudi, finalement à 10h, et puis je suis en retard, machin. Donc voilà, tu as un outil informatique imparfait, mais qui permet de au moins dire quand est-ce qu'on fait son bénévolat. C'est 3 heures par mois qu'on doit donner normalement. C'est 2h45 toutes les 4 semaines. Donc il y a 13 services par an de 2h45. D'accord. Mais je suppose qu'il y en a qui donnent plus, c'est possible de... Il y en a qui donnent bien plus. Et en fait, c'est ces personnes qui sont les dirigeantes de la COP. On a quelques dizaines de personnes, dont font partie Sacha, Valérie, Antonio, qui donnent énormément de leur temps. Et on a une notion de pouvoir, plus t'es là, plus t'as d'infos, et plus t'as d'infos, plus t'as de pouvoir. Indépendamment de ta position dans les instances de gouvernance, la réalité, c'est que les gens qui sont là prennent les décisions. Et moi, je trouve ça cool. Enfin, moi qui suis tout le temps là, comme ça je peux... Et 3 heures, c'est un intangible, c'est-à-dire que c'est le minimum, mais est-ce que, je sais pas, vous êtes déjà dit, bon, en fait, pour que ce soit plus cool, on fait 4 heures parce que... Après les 3 heures, ça sort pas de nulle part, si tu veux, c'est quand même le recueil de plusieurs dizaines, voire centaines d'années d'expérience coopérative. Beaucoup de gens disent, mais est-ce que je peux faire 2 fois 1h30 ? Ça n'a pas de sens. On n'est pas contre, mais... c'est compliqué à gérer pour toi comme pour nous. 2, le temps que tu arrives, que tu poses des trucs, que tu peins ton machin, tu... Il reste 1 heure. Voilà, il faut un peu que ça ait aussi un sens, un minimum, je demande pas, on n'est pas à l'usine, mais... C'est pour ça que je mettais plutôt dans le sens, plutôt 4 que 3, quoi. Enfin, ça commence à devenir difficile pour les personnes en activité, tu vois, même si on a des créneaux du matin et du soir et du samedi. Leur demander 4 heures de temps tous les mois, s'ils ont des enfants dans le métier, un des freins à l'adhésion, c'est souvent ça. C'est une représentation du temps bénévole dans la COP comme du temps de travail. Mais moi je travaille déjà trop, je peux pas travailler plus. Mais en fait, c'est pas du boulot. C'est du loisir partagé. Ouais. On est là pour s'éclater. Alors oui, on va mettre en rayon, mais en même temps on discute, Voilà. J'ai une question, du coup, je crois pas que c'était abordé. Il y a le temps d'ouverture du magasin, mais il y a les temps off, je suppose, qui ne sont pas ouverts au public, peut-être, où il y a de la prépa ou... Ouais, les tous gens les matins. Uniquement Le matin, c'est un créneau de préparation. On a fait le choix, beaucoup de supermarchés coopératifs ont un créneau du matin qui fait de 6h à 8h15, qui est raccourci par rapport à la pénibilité de l'horaire. On se réserve la possibilité de l'ouvrir à l'avenir. Pour l'instant, le premier créneau est à 8h. Donc les gens viennent de 8h à 10h45, pour ceux qui peuvent se le permettre. Et c'est dans les créneaux les plus fréquentés. Et le magasin ouvre à 10h. Donc il y a 2 heures de préparation de rayon, contrôle température, relevé de date limite, etc. Enfin, les trucs traditionnels de préparer un magasin le matin. Et jusqu'à quelle heure? Le soir, après, ça ferme à quelle heure? Le soir, ça ferme à 20h. Et le dernier créneau est de 18h à 20h30. En théorie, en pratique, en général à 20h15 ou 20. Quand Camille est là. Si Camille est là à 8h05, on est en train de boire des coups sur le parking.
Et donc on a voté, au bout d'un an d'existence, pour faciliter le recrutement, on a voté l'existence des binômes. Il y avait la demande d'une adhésion famille, mais une coopérative c'est des personnes physiques, donc on ne peut pas faire une adhésion famille, ça existe dans les assos, pas dans les coop. Donc on a dit binôme possible, sans condition d'habitat commun ou de couple ou de santé ou peu importe, 2 coopérateurs, coopératrices peuvent se regrouper pour leur bénévolat. Au lieu de devoir chacune 3 heures tous les mois, à elles ou eux deux, elles doivent 3 heures. Et se répartissent comme ils l'entendent. On a tous les cas. On a des personnes qui parrainent ou marrainent quelqu'un qui viennent faire tout le boulot et l'autre profite des courses. Souvent le cas dans les couples. J'avais juste une question sur Ouais. justement la capacité physique des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont très envie de s'impliquer, mais pour qui justement un créneau de 3 heures c'est dur, c'est compliqué, enfin qui ont des problèmes physiques voilà. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont adaptées? Est-ce que du coup ça vient de là aussi l'idée du binôme? Le fouet et le fouet. Le fouet ou le bâton, ça dépend. Tu le laisses. C'est ça, ils se rendent bien. Bah, évidemment. Non mais tu vois, j'imagine, je me doute. Mais... En fait, on dépense beaucoup d'énergie pour essayer d'adapter les créneaux en magasin aux capacités des personnes. En général, si elles sont âgées, malades ou en longue maladie, on les dispense purement et simplement. Okay. Voilà, bon, c'est un peu à la gueule du client. Là, pareil, on n'a pas de charte, mais quand les gens, en gros, ils ont plus de 70 ans, ils ont mal partout, ils ont le cancer, on les fait pas chier, on les dispense, ils font leurs courses, ils viennent, ils passent des bons moments avec nous, c'est cool. Ils aident un peu, ils mettent un peu en rayon, ils font à leur façon, à leur manière. Il y a d'autres cas, il y a des personnes qui ont des maladies des fois graves, mais qui veulent quand même faire des trucs, donc on les prend juste 1 heure, on leur donne une tâche précise. Il y a des personnes qui veulent absolument saisir des factures et qui font ça de traviole, mais on leur laisse faire et on repasse derrière pour nettoyer parce que c'est important qu'elles puissent contribuer. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et l'idée, c'est d'accueillir. On a des personnes en fauteuil, on a des personnes malvoyantes, on a des personnes handicapées, on a des mentales. Il y a plein de cas. Et l'idée, c'est de trouver une tâche qui corresponde aux personnes et qui leur soit agréable. On a une jeune trisomique, et elle fait le fasting, elle adore. Elle te fait le plus beau fasting, elle te fait ça nickel. Elle te fait un rayon, le truc, c'est parfait, c'est top pour elle, c'est top pour nous, on est refait. Et bon, elle va pas faire ça 3 heures, elle vient, elle se pointe, elle fait 1h30, 2 heures, et puis après elle part un peu dans son truc, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est avant tout inclusif, convivial.